Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonsoir, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature, où c'est original, hein? Oui, effectivement, on fait du rattrapage littérature ces temps-ci. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, ou peu importe quand est-ce que vous nous écoutez, on est là pour parler de l'album de Panini, donc Dark Vader ou Dark Vador, numéro 6. Donc un album, hein, comme j'expliquais lors de la dernier épisode sur Hidden Empire, on sort des fameux albums événements là, qui rassemblaient en crossover toutes les différentes séries et on rebascule sur les épisodes 100%, là, comme ils disent du côté de chez Panini, donc dédiés à des séries en totalité. Ici Francis en direct de Québec et comme vous voyez, pour si vous nous écoutez sur YouTube, je rejoins Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Oui, ça va super. Et enfin, on est sorti de ces années de crossover de fou là. Enfin, on va pouvoir critiquer du Dark Vador indépendant en quelque sorte, quoi. Ouais, je partage ton enthousiasme de ce côté-là. On verra si le contenu de l'album, par contre, est à la hauteur de notre enthousiasme. Avant d'aller plus loin, on va saluer notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe. Groupe Facebook, également présent sur Instagram. Donc, venez discuter littérature, que vous soyez du Québec ou non. Qui ont des podcasts aussi. Là, dernièrement, ils ont critiqué le roman L'Espoir de la Reine. C'est ça qui s'appelle? Je ne sais plus lequel des trois, ouais. Là, ça vient non, Queen's Shadow. L'espoir. Queen Shadow, peut-être. C'est Queen Shadow, là, effectivement. Ouais. Donc, on va en parler, justement, on va en parler aujourd'hui. Il y a certains liens avec l'album BD de Panini. Fait que oui, effectivement, c'est très intéressant d'avoir leur avis là-dessus. Petit WhatsApp rapide, Jean? Yes, WhatsApp. On continue notre revisionnage de tous les épisodes Lego, là, les téléfilms qui est disponible sur Disney+. Là, le suivant qu'on a maté aussi récemment, c'est le fameux le Holiday Special. C'était un peu le premier qui a ouvert la vague de ces specials, là, Halloween, Holiday, Summer, tout ça. Là, c'était celui qui date il y a 2 ans, je crois, je dirais. Ou 3 ans même. En tout cas, c'est notre préféré d'ici là, moi et ma petite, quoi. L'histoire elle est basique, c'est Rey, Finn, Poe et leurs amis qui repartent une fête de Noël pour le Live Day là, et donc ils sont dans le Faucon Millennium, machin. Et en même temps, t'as Rey qui va entraîner Finn, tu vois. Et là c'est pareil, c'est un peu comme le Halloween, t'as l'impression que ça pourrait être canon, tu vois. Moi, j'aime à imaginer ces histoires-là canon, parce que là, t'as Faye qui commence à entraîner Finn, donc Finn qui est vraiment force sensitive, et Rey, donc, qui fait un peu n'importe quoi, qui retourne dans la grotte de l'épisode 8, qui a trouvé un cristal bizarre et qui va voyager dans le temps, et du coup, qui va ramener tout plein de personnages de la trilogie originale, de la prélogie et de la postlogie. Tout va se mélanger, c'est le bazar complet, mais c'est hilarant. C'est notre préféré, c'est le plus drôle. C'est le plus ridicule aussi, hein, on va pas se cacher. Mais ils se moquent vraiment. Moi j'adore les petites pointes, petites piques qui se font à eux-mêmes, tu vois. Tu vois, genre ils vont se moquer du shirtless, comment on appelle ça? Kylo Ren shirtless. C'est ma blague préférée, quoi, quand il enlève sa veste pour se mettre torse nu. C'est trop bien, mais il y a aussi qui se critiquent sur le fait. Les Lucasfilm, entre autres, on les salue. Ouais, voilà, les Lucasfilm, à chaque fois. T'as pas un épisode sans la mention shirtless Kylo Ren. T'as aussi le fait que le costume Kylo Ren était critiqué parce qu'il ressemble à celui de Dark Vador. Donc il y a une petite pique sur ça aussi, c'était rigolo. Genre, putain, il était vachement original, toi. Enfin, bon, ouais. Et puis il y avait quoi? Le fait que Kylo Ren s'énerve énormément, donc il y a des blagues sur ça aussi. En tout cas, 3 ans après, le téléfilm marche toujours aussi bien. Refaites-vous-le pour Noël, là, c'est la période idéale. Pour les petits, c'est le pied, ma petite a adoré aussi, donc voilà, très très bon.
Excellent. De mon côté, ça sera très rapide, évidemment, du suivi comics et romans. Sinon, j'ai mis la main sur un pop que je trouvais très sympathique je crois que c'était Amazon exclusif de Jin Erso. Ah, cool. D'une espèce de série qu'ils ont faite, là, c'est Power of the Galaxy, là, donc c'était quelques personnages féminins. Mais voilà, moi, les différentes variantes de Jin, je les trouve très, très jolies. Donc, c'est un peu, pour décrire, je l'ai pas à l'image, mais c'est avec son espèce de matraque, là, tu sais, le fameux moment là, sur Jeddah. Là, donc, elle utilise un espèce de fusil qui fait aussi office de matraque. Là, en tout cas, bref. Moment très sympathique et pop très sympathique. Et du coup, je me demandais, les pop, toi, tu les ouvres toutes, tu n'en laisses aucune en boîte? Oui, non, moi, je suis pas de... C'est la même chose pour les casques qu'on voit derrière moi. Là, donc, c'est des boîtes vides, les casques sont exposés dans un grand... comment ça s'appelle chez Ikea? Là, des Kallax, des meubles Kallax. Donc, même chose pour les pop, là, ça embellit ma bibliothèque littérature. Donc, par-dessus des romans, par-dessus devant des BD, des choses comme ça, les pop. Excellent. Sinon, les gens, vu que c'est un épisode préenregistré qu'on fait, Jean, les gens se demandent peut-être, là, nos WhatsApp ne sont pas très cadeaux de Noël. Ben, effectivement, on enregistre tout juste avant le jour de Noël, donc vous comprendrez que on aura des WhatsApp un peu plus qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a eu dans le temps des fêtes. Au retour sur les prochains épisodes, je crois que le prochain littérature, ça devrait être Eye of Darkness, logiquement, ou Tales of Light and Life. Yes. Voilà, donc justement, émission récente, Jean, qu'est-ce qu'on a pour les auditeurs? Ben, tu parlais de cadeaux de Noël, on sera sûrement post-Noël, donc c'est dommage parce qu'on avait une émission sur les cadeaux de Noël là, qu'on a fait il y a un petit moment déjà. Oui, c'était quand même intéressant que ce soit pour des cadeaux de Noël ou pas, il y avait quand même plein de petites affaires que je ne connaissais pas personnellement, que vous m'avez fait découvrir. Oui. Donc, j'invite tout le monde à l'écouter, même si vous êtes passé Noël. Dites-nous si vous avez acheté la salière et le salt oui, pepper. La salière, la poivrière. Ouais. C'était pas mal ça. Non, sinon en émission récente, en littérature, nous avons critiqué des comics en ce moment, beaucoup de comics, vu que 3 tomes sont sortis le même jour, le 6 décembre. Donc on a critiqué déjà Sanastaros, dont l'émission est disponible, voilà la magnifique Sanastaros. Donc on a critiqué nous deux, Francis, ainsi que Hidden Empire, qu'on a critiqué aussi récemment, voilà, sur la magnifique Kira là, que tu nous montres. Donc voilà, 2 femmes fortes et 2 comics relativement. Pour savoir nos avis, écoutez des émissions, si c'était bien exact. Ou pas. Voilà, et nous avons aussi une émission sur la revue 2023 de nos équipes françaises et canadiennes. On revient sur toute l'année 2023 niveau Star Wars, sur nos coups de masse et nos coups de cœur surtout de cette année. Voilà. Excellent. Donc, voilà, pour les émissions récentes, sur ce, on va passer en hyperespace. On se retrouve pour le sujet principal. Ça marche. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc on va prévenir les gens qu'on va spoiler l'histoire de ce roman-là aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes complètement anti-divulgacheur, au pire, faites un petit saut, allez à la fin de l'épisode pour voir quelle note on a donnée. Au pire, on donnera un avis très, très rapide là, avant de se lancer dans le résumé. Mais voilà, on est là, comme je l'ai dit en début d'émission, pour parler du volume 6 de Darth Vader, donc qui suit directement l'album numéro 5. Donc, comme vous voyez en couverture du numéro 5, c'est ça, on suit les fameuses... là, ici, c'est Sabé, l'ancienne numéro 2 de Padmé. De là, j'expliquais tout à l'heure les liens quand même très présent avec le petit roman là, que tu parlais tout à l'heure de L'ombre de la reine, Queen's Shadow, qui était sorti il y a plusieurs années, roman fort sympathique. Le dernier roman de cet auteur-là que j'avais bien aimé, parce que ce qu'elle a fait après, de mon point de vue, c'est de la grosse merde. Mais celui-là était très, très bien. Et je mentionne le roman parce qu'on pourrait dire que la série Vador, depuis la relance, là, 2020, de la série Vador, c'est presque une suite de ce roman-là. Entre autres, on suit beaucoup le personnage de Sabé, comme je disais, là, qui était en couverture du numéro 5. Et aussi en quatrième, comme on voit avec le très
c'est quoi en anglais, ils disent creepy, là? Ah oui, oui, c'est assez creepy, ouais. Ils Ah, ont bien choisi. Ah, d'accord. Tout ça pour dire que, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas que Sabé, hein, on rejoint, ça avait déjà été le cas au début de la relance, mais on rejoint aussi les autres handmaiden en français, c'est les servantes, je crois. Les servantes, ouais. Les aides. Les anciennes servantes, c'est ça, de Padmé. Vous le voyez, entre autres, sur la couverture qu'on a utilisée là, pour la cover de l'émission d'aujourd'hui. Là, donc, 4 autres ex-servantes, en plus de Sabé. Demandez-moi pas les noms, là, parce que je me souviens qu'il y avait une Dormée, mais je ne suis même pas sûr. La plus importante des 4. Voilà. Il y a une Aétélé. T'as Sabé, t'as Dormé, t'as Rabé, t'as Erané, quelque chose. J'ai oublié. En tout cas. Ouais, c'est ça. Ça finit par E. C'est ça qui est. Il faut que ça rime en finissant par E. Bref, en hommage à Padmé. Il nous l'avait expliqué dans les romans, c'est en hommage à Padmé, il faut changer leur nom et que ça. C'est leur nom d'artiste. Voilà. Et comme vous voyez, qui défile en bas de l'écran au niveau des specs, c'est ça, le sous-titre de l'album, justement, le nom de l'arc, c'est le retour des servantes. Donc, on est sur un album à 4 numéros, les numéros de la série Darth Vader, le numéro 29 à 32. Donc, pour un 96 pages, un prix tout à fait raisonnable de 16 €. Même si j'aime le rappeler, hein, plus il y a de numéros et plus il y a de nombre de pages, plus c'est économique de la page. En termes rapport quantité-prix, là, c'est ça, plus les albums sont petits, plus on se fait avoir, en tout cas, d'après ce que j'observe. Chronologie, on est en même temps que les 3 autres séries ongoing là, et que les fameux événements, là, comme là, c'était Dead Empire qui se termine. Donc, en plus 3, donc entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Au scénario, on a Greg Pak, qui est un grand habitué des comics Star Wars là, depuis carrément la relance du canon, là, donc de 2015. Et au dessin, on a Luc. On en a 2. Ouais, c'est ça. Il y a une petite erreur, j'ai l'impression, dans le ruban qui déroule. On a Luc Ross et Ibrahim Robertson. Donc, Ibrahim Robertson, qui n'est pas au scénario, qui est au dessin. Donc, Luc Ross, qui est un grand habitué aussi, là, on ne se le cachera pas là, depuis la relance du canon. Et aux couleurs, celui-là, je n'ai pas souvenir qu'on l'avait déjà eu, Federico Bli. En tout cas, on en parlera tout à l'heure, on vous verra ce que ça donne. Et aux couvertures, Raza, donc quelqu'un qui n'avait pas besoin de deuxième nom, de nom de famille ou je ne sais pas, c'est un nom d'artiste, simplement Raza. C'est ça. Donc, mon cher Jean, avant de se lancer sur le résumé de l'histoire, qui va être relativement court, si je te demandais là, vraiment en un mot ou une phrase, là, appréciation générale de l'album. Appréciation générale. Écoute. Enfin, voilà, je redis ce que j'ai dit en introduction, mais on sort de tout ce mailroom de crossover, la Hidden Empire, Crimson Reign, pour enfin lire des histoires indépendantes. Alors, c'était déjà le cas sur Dark Vador avec le tome 5, là on est sur le tome 6, c'est déjà relativement indépendant. Les liens avec Crimson Dawn étaient relativement faibles, qu'on va dire. Il y avait juste des personnages qui étaient des infiltrés de Crimson Dawn dans le tas, mais c'était pas si intriqué plus que ça l'événement. C'était cool, hein, c'était déjà cool. Et là, ça continue ça. Donc ça, c'est très très bon, parce que moi, après le War of the Bounty Hunter, tout le reste, c'est de la merde. C'est pas ouf. Très très déçu par les événements. Et là, donc, retrouver pas non seulement Vador, mais aussi Aphra, Star Wars et Bounty Hunters, sans ce pan-là de l'univers, moi, ça me va très très bien. C'est un petit vent de fraîcheur, tu vois, après tous ces événements qui n'en finissaient plus. Donc, même si le tome-là n'est pas parfait, on le verra, rien que ça, tu vois, la note finale sera un peu surévaluée. Juste à cause de ça. Voilà, quant au fait que ça ne soit pas lié aux événements. Quoi. Et tu me diras, il n'y aurait pas eu ça avant, est-ce que j'aurais eu la même note? Peut-être pas, hein, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une lecture relativement agréable de ce tome-là, que ce soit au niveau scénario, dessin, on le verra. Donc, une plutôt bonne impression. De mon côté, je vais faire tout le contraire je vais être très discipliné là, comparé à Jean, parce que j'avais dit un mot ou une phrase, puis Jean a fait un paragraphe. Moi, je vais faire tout le contraire de ce qu'il y avait dans mon évaluation quand j'ai quitté l'armée. Une évaluation, moi, c'était écrit là, indiscipliné, insubordonné, etc. Bref, je vais être discipliné, je vais me limiter à dire que c'est un album qui est dans la continuité de la série. Donc, c'est vraiment à ne pas prendre, si vous n'avez pas pris les 5 avant, ou au moins celui d'avant, c'est pas le prendre celui d'avant. C'est ça, là, ça s'inscrit vraiment dans le grand récit de cette série-là. Okay.
Fait que si je te demandais, Jean, de nous résumer, il se passe quoi dans cette fameuse série-là? Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on reprend exactement là où le précédent s'était arrêté, hein. On se rappelle qu'il avait fini le tome précédent, le tome 5 du coup, sur Sabé qui était au service de Vador, hein, Sabé qui avait passé une espèce de test, hein, avec l'empereur qui l'avait accepté, hein, et donc Vador qui l'avait un peu embauché vraiment comme vraiment sa main, quoi, sa main à armée. Ouais, c'est quoi le grade donc qu'il lui donne? C'est commandeur, un truc comme ça? Ouais, je crois qu'elle est commandeur, elle est aussi advisor, elle a deux postes. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Ouais. Ouais, elle est pas mal, gradée, la petite Sabé, là. Elle a gagné ses galons. Mhm. Et donc, Sabé et Vador vont se rendre sur la planète Scato Minor, où le petit-fils de Wat Tambor, donc Wat Tambor, on en parlera plus tard, surtout toi qui es l'encyclopédie de The Clone Wars, quoi, à chaque fois. Donc, c'est un personnage de la prélogie, mais aussi de The Clone Wars, hein, on en reparlera donc. Donc lui, son petit-fils a décidé de prendre le contrôle de la planète, et du coup, pour un peu Jules Tambor. annihiler. Il s'appelle Jules. Voilà, Jules Tambor, c'est le petit-fils, voilà, et Wat Tambor, c'est le grand-père que Vador a buté dans l'épisode 3. Bref. En tout cas, ils arrivent sur la planète. Vador va envoyer Sabé trouver ce fameux Jules Tambor. Et pendant ce temps-là, sur Naboo, Ochid Bestoun, donc l'autre main de Vador aussi, décidément, lui s'était fait capturer par les autres Handmaiden, les autres aides, les 4 autres aides de Padmé, quoi. Donc ça finissait sur ça, le tome 5. Et là, ce tome-là, tome 6, commence sur Ochi, qui arrive sur l'exécuteur avec Dormé, mais Dormé qui se fait passer pour Sabé, en fait, vu que elles se ressemblent physiquement, c'est le concept des Handmaiden. Elle va se faire passer pour Sabé, et ils vont se balader dans le vaisseau, et en fait Ochi va s'allier aux Handmaiden parce qu'ils ont un but commun. Alors elles veulent retrouver Sabé et veulent la libérer entre guillemets de Dark Vador, de l'empreinte de l'Empire. Mais Ochi, lui, il veut se débarrasser aussi de Sabé parce qu'il veut revenir aux côtés de Vador, en fait. C'est ta place pendant les 4 personnage un peu cartoon, un peu caricature. Ah ouais, non, il était super chiant, et on verra, c'est un très bon point. On le verra, c'est un très bon point de ce tome-là, c'est qu'il est relativement absent, on va dire, donc, et ça fait plaisir. Donc voilà, ils vont s'infiltrer. Sabé, elle, qui est toujours sur Scato Minor, va retrouver ce Jules Tambor, va le sauver d'une tentative d'assassinat quelconque, et, alors qu'elle est là pour l'assassiner aussi, mais elle va être prise de compassion et elle va pas le buter dès le départ, elle va discuter avec lui va lui expliquer un peu les bails sur sa planète, et malgré l'explication de tout ça, le numéro se termine sur Sabé qui aurait buté, c'est la splash page de fin, hein, qui aurait buté ce fameux Jules Tambor. Donc voilà. Entre-temps, t'as Vador qui retourne à son vaisseau et va confronter Dormé. Donc Dormé, on le rappelle, qui est infiltré dans le vaisseau. Vador, il n'est pas dupe, donc il a deviné que c'était pas moi aussi je m'en mêle. C'était Sabé. C'était pas Sabé. Donc il va confronter Dormé. Et lui, il a tout compris, hein. Il a compris les plans de Ochi, ce que veut faire Ochi, il a compris les plans des Handmaiden, il a toujours un step d'avance sur les autres, hein, c'est Dark Vador en même temps. Mais par contre, lui, il essaie de convaincre quand même Dormé que Sabé a changé, qu'elle le sert, lui et l'Empire maintenant, et que c'est fini, hein, il faut oublier la Sabé toute gentille qu'elle connaissait. Dormé, évidemment, va refuser de croire ça. Entre-temps, donc Sabé va s'échapper de Scato Minor avec le corps supposément mort de Jules Tambor, mais en fait non, il n'était pas vraiment mort, c'était en leurre, justement pour que Vador le croie mort et ne vienne pas éradiquer les gens de la planète, hein, parce que Sabé a quand même bon fond, elle veut sauver à la fois Tambor, elle veut sauver les gens de la planète, elle a encore un grand cœur, tu vois, Sabé. Et voilà. Et pour ce faire, d'ailleurs, Tambor, lui, s'est juré de buter Vador. Lui, c'est son grand but dans la vie. Il veut buter Vador parce que c'est le gars qui a buté et son père et son grand-père, hein. Donc voilà. Et pour ça, il a une armée de droïdes. Une énorme armée de droïdes. Les droïdes de l'épisode 1, hein, si je ne me trompe pas. C'est des battle droïdes bien standards. Voilà, bien standard. Il y a un peu des battle droïdes un peu plus gros. Voilà. Il y a même le fameux personnage, là, l'espèce de grosse boule droïde là, qu'on voyait dans la série Vador un peu plus tôt. Une espèce de droïde mercenaire. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, non seulement ça, mais il a aussi analysé pendant toutes ces années les spécificités de Vador, notamment en combat. Donc Tambor pense vraiment pouvoir arriver à buter Vador. Entre-temps, donc les 3 autres Handmaiden étaient restés dans le vaisseau c'était le vaisseau de qui? Je sais plus, le vaisseau de Ochi, peut-être, dans l'exécuteur. Elles vont attaquer. Voilà, dans l'Loading Bay. Elles vont essayer de sortir Dormé de ça, et donc les 4 vont se rendre sur une petite planète pour se confronter à Vador. Donc là, un petit combat sympathique entre Vador
et les 4 Handmaiden. Elles vont évidemment toutes se faire maîtriser par Vador. Hein. Et au dernier moment, elles vont essayer de menacer Vador en lui expliquant qu'elles peuvent exploser l'exécuteur. Et Vador est là en mode bah ok, allez-y, faites-le. Lui, il en a rien à foutre. Voilà, lui a rien à battre. Et puis il sait que déjà qu'elles ont bon fond et que si elles prouvent qu'elles peuvent sacrifier autant de personnes sur le vaisseau, ça serait aussi de bons assets pour les recruter dans l'Empire comme il a fait avec Sabé, quoi. Donc c'était pas mal aussi. Et tout ça est interrompu par une transmission de Tambor qui apparemment a capturé Sabé et a menacé de la tuer. Donc Vador va demander aux 4 Handmaiden de team up avec lui pour aller sauver Sabé. Donc team up Vador et les Handmaiden, c'est pas mal. Donc on a un petit briefing en compagnie de Umbaran qui revient un petit peu vite fait en caméo dans ce tome-là. Et Vador va littéralement lancer les 4 Handmaiden face aux forces droïdes de Tambor. Donc là, c'est un gros numéro baston, hein, c'est le 4e, où donc les 4 Handmaiden vont se battre contre les droïdes. Vador va éventuellement se joindre à la bataille en speederbike, dans un passage assez stylé quand même. Il va pénétrer dans le vaisseau de Tambor, mais va être arrêté par les gadgets de ce fameux Tambor, donc qui lui est bien préparé quand même. Vador va jusqu'à être neutralisé, mais les Handmaiden vont arriver et vont libérer à la fois Vador et Sabé. Tabor va s'échapper entre-temps, Tambor. Et dernier numéro, donc les Handmaiden essaient de convaincre Sabé, qui a l'air de plutôt vouloir rester avec Vador. Hein. Vador, lui, essaie de la convaincre de neutraliser Tambor, parce que Tambor a apparemment prévu de massacrer des innocents avec son armée droïde. Donc ça, c'est le plan de Vador, hein, qui essaie de convaincre Sabé de rester. Et au moment de s'échapper, là, donc Sabé se fait quand même embarquer par ses potes. Elle s'envole vers un vaisseau, mais Sabé va décider de rester avec Vador, en fait. Elle va décider de ne pas accompagner ses amis, et donc les amis qui s'échappent avec Ochi malgré tout, mais sont effondrés du choix de Sabé, elles comprennent pas. Donc Sabé qui va s'occuper de Tambor, elle va réussir à piéger Tambor vis-à-vis de son propre peuple. En fait, elle va réussir à sauver le peuple, on va parler en détail plus de ça ensemble. Elle va éviter à la fois le massacre de la planète, elle va confronter Tambor. Jules Tambor. Voilà, Jules Tambor face à son propre peuple, donc voilà. Ça va pas beaucoup plaire à Vador, hein, par contre, lui qui avait prévu de le buter carrément, quoi. Mais ouais. C'est pas assez drastique comme solution. C'est pas assez drastique, c'est trop diplomatique, exactement. Ouais. Et en fin de tome, donc, elle avoue avoir pleinement pris pied dans l'Empire pour être la seule des Handmaiden de Padmé à avoir perdu son âme, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent. Et pour garder ses amis, en fait, sains et saufs. En fait, elle se sacrifie pour que ce soit la seule à être... Voilà, pour les autres. Et le tome se termine, par contre, sur un Vador très, très énervé. Donc voilà, ça finit sur ça. Et qui répond, mais en pensée, là, qui lui dit pas de vive voix, mais qui pense qu'elle n'est pas la seule à avoir sacrifié son âme là, pour d'autres raisons. Et qui brise en plus son propre Star Destroyer du même coup. Là. On voit un petit peu là, à l'écran. Donc voilà, c'est un arc relativement court là, de 4 numéros qui, écoute, est-ce qu'on avait besoin de 4 numéros pour cette histoire-là? C'est une question que je te pose. Oui. De mon point de vue, j'ai des gros doutes. Ah, ok. Évidemment, comme je disais, ça s'inscrit par contre dans la suite là, des arcs précédents. Mais là, à un moment donné, cette intrigue-là, sous-intrigue là, des Handmaiden qui veulent sauver Sabé qui a eu plusieurs fois l'occasion d'en finir avec Vador, mais qui, tu sais, comme là, encore une fois, c'est les Handmaidens qui vont sauver Vador, mais bon, Vador c'est sauvé par lui-même d'une autre façon, mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça tourne un petit peu en rond si on prend le numéro dans un ensemble avec les autres. Effectivement, déjà Sabé, c'est un personnage qui a été réintroduit dans le canon dès le numéro 1 de cette nouvelle série Dark Vador de 2020. Et moi, j'avais adoré le retour de Sabé, mais le but le premier de Sabé, c'était de tuer Vador, hein, vu qu'elle savait que c'était lui qui avait buté Padmé. Et oui, petit à petit, on s'est rendu compte que Sabé allait peut-être à petit être une main de l'Empire, ce qui était surprenant quand même. Mais j'avoue, ils m'ont pris par les sentiments. Et elle a toujours elle a pas, parce que les gens qui ne l'auraient pas lu ou même toute la série peuvent mécomprendre ce qu'on dit. Elle a pas, par exemple, embrassé le côté obscur ou les
les objectifs de Vador et de l'Empereur. C'est juste que son but, c'est d'utiliser les ressources de l'Empire pour son agenda à elle. Et effectivement, c'est un bon exemple. Là, elle va pas du tout utiliser la tactique ou la solution de Vador, mais elle va sauver toute cette lune-là ou planète-là, là, je me souviens plus, cette colonie-là du peuple là, que Jules Tambard voulait sacrifier dans son objectif, lui un peu aveugle, là, de prendre le pouvoir et de tuer Vador. Ouais. Donc du coup, tu trouves que toi, 4 numéros, c'était un peu trop long pour raconter cette histoire? Ouais, moi j'aurais vu un micro-arc, là. Des fois on a ça, là, des arcs de 2, même de 3 numéros, là. Ça m'aurait pas du tout dérangé. Je trouve qu'on a des va-et-vient un peu dans tous les sens. C'est des retournements, là. Sabé a joint Vador, là. Les 4 autres vont joindre Vador après avoir essayé de le tuer, pour retrouver Sabé, pour la sauver, pour finalement que ça ne change absolument rien à la fin. Donc on est retour à la case départ. C'est vraiment un arc là, que tu l'enlèves de la série et ça change. J'ai l'impression que ça change absolument rien. Peut-être pour Sabé un petit peu, puis même encore. Ça se conclut qu'elle n'a pas vraiment changé ses idéaux. Mais justement, moi, c'est déjà le cas, parce que l'autre arc précédent se terminait qu'elle sauvait Vador. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est 4 numéros qui ont servi à rien, personnellement. Ouais? Ah, ok. À part peut-être dans la relation avec les autres Handmaiden, puis leur poursuite de leurs objectifs. Mais ouais, c'est un personnage que je précise, hein, que j'aime beaucoup. Là. Moi, c'est ça, parce que la fameuse, un des points intéressants là, du roman, L'ombre de la reine, c'est justement le personnage de Sabé. Donc, c'est l'ombre de la reine, c'est pas la reine, c'est l'ombre de la reine, le titre. Donc, l'ombre de la reine, c'est Sabé, principalement. Fait que c'est vraiment un personnage que j'aime bien. Et j'étais très content de son retour, comme tu dis, dès le numéro 1 en 2020, dès la relance de cette série-là Dark Vador. Et c'est ça. C'est sûr que là, il y a eu les 3 événements, là, War of the Bounty Hunter, Crimson Reign et Eden Empire, qui ont gobé beaucoup quand même d'espace là, pour les numéros. L'an dernier, on est rendu, c'est ça, on est au 29, de 29 à 32 ici. Mais c'est ça. Faudrait qu'on passe à autre chose, que ça devienne un peu plus original. Là, je trouve qu'on a fait le tour. Ouais. Ah oui, tu vois, contrairement à toi, moi, j'ai bien aimé moi ce petit tome. Alors oui, effectivement, on arrive au même point de départ en début et en fin de tome. Mais voilà, mais c'est bon faible pour Sabé et pour toutes ces histoires des Handmaiden. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la trilogie Queens de E.K. Johnston, moi ça m'a beaucoup plu, et même les 2 tomes suivants, du coup, retrouver toutes les Handmaiden, là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Les retournements de situation improbables aussi. Sabé, on ne sait pas vraiment pour qui elle bosse, vraiment, quel est vraiment son but, quoi. Si c'est de ramener Anakin, peut-être, en mémoire de Padmé, je sais pas trop. En tout cas. Elle rementionne encore une fois ici, ça me semble que c'est pas la première fois dans cette série-là, mais que la fameuse citation de Padmé qui a encore du bon en lui. Oui, voilà, c'est ça. Elle refuse de tuer. C'est vrai que tu disais, elle a eu plusieurs occasions de le finir, quoi. Et à chaque fois, elle se rappelle de ce que disait Padmé, ce que tu viens de dire, là, donc qui a encore du bon en lui. Mais ouais. Et en un sens, c'est grâce à cela que l'empereur va être défait, hein, parce que à la fin, dans le Retour du Jedi, est-ce que Luke aurait vaincu l'empereur seul? C'est une question. Oui, complètement. Donc ouais, mais voilà, et ce tome-là nous montre aussi que Vador a un cœur en fait dans ce tome. Il refuse de tuer aucune des Handmaiden, tu vois, alors que lui aussi aurait l'occasion de les buter. Lui, pareil, je pense que le lien avec Padmé, leur lien avec Padmé, pardon, il les protège de ce que pourrait faire Vador à une insurgence de rebelles comme ça, quoi. Enfin, ça serait facile pour lui de juste les buter, mais non, il les garde toutes. Il les rallie même à lui. Ouais, je montre à l'écran aussi que au travers de son... Parce que, encore une fois, comme dans le reste de la série depuis 2020, mais aussi dans la série précédente de Charles Soule, il y a des flashbacks dans ses pensées, mais pas toujours des flashbacks. En fait, des fois, c'est des... Comment dire, si ça s'était passé différemment. Donc, des parallèles, Et cette fois-ci, là, ça ajoute à ça les moments de l'Empire contre-attaque. Donc, en plus des moments de la revanche des Sith, on a avec Padmé, on a les moments avec Luke de l'Empire contre-attaque. Donc, effectivement, on a un Vador qui vit des émotions. On va dire ça comme ça. Ouais, il est tiraillé, Et justement, c'est très bien que tu mentionnes ces flashbacks là, parce que Greg Pak, c'était le spécialiste. Lui, Greg Pak, on avait critiqué ça dans les premiers tomes Vador. Donc,
c'est vrai que leur point fort, c'était le retour de Sabé, qui était un super personnage, mais on avait comme point faible vraiment ce trop grand nombre de flashbacks, comme ça, ils reprenaient des passages des différents épisodes précédents, des films notamment, ils nous repassaient les épisodes des films qu'on connaît par cœur, et ça prenait de la place, c'était vraiment Ouais, trop ça prenait des conséquent. pages complètes, alors que Ah là, oui, on oui, voit à oui. l'écran un exemple de moment alternatif. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Donc moi, je trouve que, évidemment, c'est Pâques toujours au scénario, donc il ne peut pas s'empêcher de mettre des flashbacks, mais là, c'est moins pire que certains tomes Mhm. précédents, et ça Ouais, je suis passe d'accord. beaucoup bien, beaucoup mieux, je trouve. Et justement, et ça sert dans la narration. Là, tu vois vraiment que Vador est tiraillé, et que voilà, les événements qu'il vit avec les Handmaiden dans ce tome-là lui rappellent aussi des passages de sa vie précédente. Mhm. Donc ça a un sens niveau narration, et c'est pas excessif. Voilà, c'est surtout ça aussi. C'est juste par pointillé, quoi. Donc ça, c'était Ouais. très très cool aussi. Gros point du scénario. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects, justement, au niveau scénario que tu voulais mentionner? Ben non, 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 moi je suis très content de cette histoire. Voilà, c'était une histoire relativement basique, mais ouais, non, le coup des Handmaiden, très bien. On a un peu de bataille spatiale, on a un peu de bataille terrestre, on va dire. Et Ouais, c'est ouais, ça. ouais, non, très très bien, très, très bien. On peut shifter sur les dessins si tu veux. Excellent. Côté graphique, déjà, on va le mentionner, c'est pas une équipe, hein, c'est deux dessinateurs. Donc, Mhm, Luc Ross fait les deux premiers, Ibrahim Robertson fait les deux, donc mhm. le 31 et le 32. Les gens qui nous écoutent depuis des années, gens savent la vie que j'ai quand on change de Oui, dessinateur en cours d'arc j'ai ou pensé à toi. d'album, là. Ouais, ouais, ouais. Je dis pas, au moins quand je l'ai mentionné. Évidemment, il y a des fois, par exemple, il y a des cas où est-ce que des fois, quand il y a plusieurs temporalités. Donc, on Mhm. utilise deux Oui, dessinateurs. ça fait sens. Par exemple, quand il y a des flashbacks, des choses comme ça. Mhm. Là, c'est pas ça. C'est vraiment là, ils ont basculé le cross sur autre chose Ouais. sur Dark Droid. Là, et ben c'est ça. Ils ont comme abandonné. Le cross avait peut-être pas assez de temps pour tout faire, donc ils ont donné à Mhm. Ibrahim Robertson. C'est quand même des styles de dessinateurs proches, j'ai C'est envie de similaire, hein. dire. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est assez similaire. C'est le même coloriste aussi, donc Oui. ça aide à ce qu'on se rende un peu moins compte Mhm. du passage. Mais bon, c'est ça. Ça continue quand même de me faire chier. Là. Vous pouvez pas faire des C'est vrai? contrats. Ça t'a dérangé un peu? Hein. C'est si dur là, de faire un contrat de 4 numéros avec. Moi, je comprends pas. C'est un modèle Mhm. Ah. contractuel qui m'échappe. Mais Ouais, bon. qui t'a repoussé si jamais le dessinateur est malade à un moment, quoi, je sais pas. Bon, là, quand c'était la période COVID, tu te dis, bon, OK, il y a peut-être eu justement des problèmes de ce type-là. Là, je pense que COVID, on en est passé. Et là, on le sait, en fait, que de toute façon, le cross a continué, mais sur d'autres choses. Il a vraiment été basculé sur une autre série. Fait que c'est. Voilà. C'est rigolo, je sais pas si t'as remarqué, mais ces deux dessinateurs, donc on avait vu le travail, très bon travail sur le Yoda là récemment. Yoda, il y avait une partie Lucross et une C'est partie vrai. Ibrahim Robertson C'est aussi. vrai, j'avais complètement oublié, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on peut le mentionner, c'est Raphaël Yanko qui est le dessinateur attitré, on va dire, de la série Dark Vador 2020 là. C'est lui qui a fait quasiment tous les numéros depuis le numéro 1 Mm. et qui est un dessinateur, ouais, donc, c'était pas notre favori, on va dire, hein. Ouais. C'était pas moche, mais bon, c'est pas. Là, moi, je suis très content de voir que Yanko, donc il a fait le dernier, le tome précédent, mais je suis très content de voir qu'il n'était pas de retour du coup, c'est pas mon style favori. Et Mhm. Lucross, c'est un bon Lucross, moi je trouve qu'on a là. C'est le Ouais, c'est vrai que Lucross le cross, de. on a eu du bon puis du mauvais dans le passé. Voilà. Mhm. Voilà, là, c'est le Lucross de Yoda ou de Thrawn ou de Maul, quoi. C'est pas le cross de l'épisode 7. Ben, Et c'est un style, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment moins. Là. ouais, On voit à l'écran, par exemple, on voit ici là, Anakin, on revoit des événements de la Revanche des ouais, Sith, là, le visage de ouais. Ewan McGregor en gros plan. Là, Mhm, mais c'est ça, moi j'aime bien. Mais mhm, ouais, effectivement, c'est un style que je sais que certaines personnes aiment ouais. moins. Moi, j'aime bien Alors, on peut aussi. noter, dès qu'il est question de vaisseaux et compagnie, là, équipement, tout ça, là, les Ah oui, oui. proportions des armures, tout ça, c'est parfait. Mhm, Là. Regardez l'image qu'on voit à l'écran en ce moment, là, ça pourrait être de loin, on pourrait croire que c'est une photo d'un film ou d'une ouais, série. ouais. Là. Je veux dire, moi, ça me fait Bah, beaucoup penser au Retour du Jedi, justement. oui, que ça soit l'un ou l'autre dessinateur, tout Mhm. ce qui est vaisseau et oui, les grosses Ouais. splash pages comme ça où il y a Ou que des l'armure de vaisseaux. Vador, là, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ou Stormtrooper, le ouais. fameux personnage aussi je me souviens plus le nom de la race, tu l'as dit tout à l'heure, là, de Jules Tambor. Ah non, je l'ai pas dit la race, j'ai pas. Je me Je me rappelle plus. souviens pas, mais en tout cas, la fameuse Techno Union, Mhm, l'union techno là, de l'épisode 2 et 3.
C'est quand même toute une armure, toute une race là, qui doit demander un certain travail. Puis chapeau de ce côté-là, là, je trouve que c'est très réussi. Les deux font du très bon travail. Moi, je suis encore une fois bouche bée devant Ibrahim Robertson. C'est vraiment un nom qu'il faudrait se rappeler. On l'avait découvert sur le Yoda. Il avait fait juste le numéro 10 du Yoda, le tout dernier numéro, qui nous avait subjugué, c'est de toute beauté. Et là, encore une fois, très content de le revoir ici. Là, les dessins sont magnifiques. Je trouve que ces visages, c'est souvent là que ça pêche. C'est au niveau des visages humains, quoi. Je trouve vachement plus jolis les Handmaiden de Robertson que de Ross, tu vois. Les Robertson, elles sont magnifiques, quoi, vraiment. Mais vraiment, et c'est ça, là, sur le visage des Handmaiden, je comprendrais d'être un petit peu choqué de la qualité entre Ross et Robertson, vu que le deuxième est largement supérieur. Mais ça, c'est le seul truc qui m'a un peu titillé, quoi. C'est que, je sais pas, je trouvais les Lucross, je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait un petit peu. Je les trouvais pas assez réaliste, un petit peu, je sais pas, joufflu, il mettait un petit peu trop de rondeur dans ses visages, tandis que le Robertson, je sais pas, il me touche beaucoup plus en tout cas. Et après voilà, il a des super cases. Là, tu montrais la case où t'as Vador qui implose pour révéler le visage d'Anakin à l'intérieur. Là. Je trouvais cette case extrêmement stylée là. Ouais, quand il se remémore des choses, ouais. Voilà, celle-là, là, c'était vraiment super bien fait. Il y a quelques problèmes au niveau de Padmé, au niveau des flashbacks. Il y a Padmé qui a un visage quand même bizarre, quoi. Elle est pas très ressemblante à Nathalie Portman. Je trouve que c'est un peu dommage pour Robertson. Mais à part ça, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré son style. Et, moi, je trouve que la case finale, je l'ai montré tout à l'heure, là, quand Vador, justement, pique une crise à la Kylo Ren un peu, là, il brise une partie de son Star Destroyer, là, c'est magnifique, vraiment super, magnifique. non, mais t'as vu le Vador, il est limite photoréaliste. Là, non, ça c'est vraiment du parfait, avec même chose au niveau couleur, tout ça, effet d'image. Super. Et puis il y a les splash pages de Robertson, là, justement. Là, il y a celle que quand il rattrape Padmé, Sabé, pardon, qui tombe, là, qui la rattrape à la force, je trouve ça superbe. J'imagine ça en film, tu vois, à la Loïc. J'imagine trop. Là, c'était vraiment. Voilà, dans l'action, t'as Sabé qui tombe, qui sait qu'elle va se faire rattraper par Vador, et t'as Vador qui la rattrape comme ça. C'est superbe, quoi. Vraiment très très bon dessin. Et là aussi, quand il rentre dans le vaisseau de Tambor, c'est superbe, quoi. C'est magnifique. C'est vraiment, l'armure est super bien détaillée. On voit même les plis de ces parties en tissu, là. C'est superbe. Vraiment, respect. Excellent. Ben écoute, peut-être parler des couvertures aussi. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement. Moi, je considère que c'est quand même un élément important d'un tout. Là. Ça fait partie du comics. Ah oui, complètement. Déjà, les couvertures officielles, je dois dire, magnifiques. Donc, le travail de Raza. Là, c'est pas Raza, c'est pas RZA le rappeur du Wu-Tang Clan, non peut-être pas. Je peux supposer que c'est pas le cas. Mais bon. Non, je pense pas. Les différentes, là, je les ai toutes trouvées. C'est un style que j'adore, donc j'espère qu'il va continuer à officier un certain temps ou même sur d'autres séries. Là. Mais justement, il est connu, lui, pour ses covers très, très, très réalistes. Il a fait du Marvel aussi, et c'est extrêmement réaliste. Là, il y a eu du Black Panther et tout. Là. Et c'est toujours magnifique, quoi. Ouais, on voit celle-ci là, avec Vador puis Jules Tambor, là, avec la fumée, la boucane. La fumée, ouais. Mais ça, justement, tu vois, c'est au début, là, tu vois, quand je relisais le truc, je trouvais cette couverture du numéro 4 avec Tambor, justement. Enfin, numéro 4, pardon. Numéro, je sais même plus, 22. C'est le 31. Voilà. Donc, je la trouvais so-so, mais en fait, elle est superbe. Et justement, l'effet de fumée, je trouve la métaphore relativement bien faite, tu vois, parce que c'est un personnage qui est hanté par Vador depuis le meurtre de sa lignée, on va dire. Et donc là, tu as Vador au-dessus en mode Shadow, là, qui le hante, tu vois. Et rien que ça, c'est superbe, quoi. Avec l'effet de fumée, comme tu dis, c'est magnifique. Il y avait quoi d'autre aussi celle qui est utilisée pour la couverture du tome. Alors, moi, bizarrement, j'aurais utilisé celle qu'on a utilisée, nous, pour la miniature, tu vois. Ouais, exact, personnellement, mais bon. Ouais, voilà. Celle de celui-là qui est magnifique. Il y a celle où on voit les Handmaiden du premier numéro du tome, là, qui sont dans le casque, en fait, de Vador, qui est intéressant au niveau... pareil, niveau... c'est typiquement le genre de couverture que je trouve qu'ils font des affiches magnifiques. Ah ouais, voilà, là, c'est parfaitement une affiche, quoi. C'est parfaitement une affiche, avec les 4 Handmaiden, là, qui sont dans la tête de Vador. Vador qui peut pas oublier Padmé, du coup, qui peut pas oublier que physiquement... elle ressemble à Padmé, donc c'est génial. Génial, vraiment les couvertures superbes. Sinon, je pense que tu avais uploadé quelques variantes. Et oui, mais comme toujours.
Alors, lesquelles? Alors, elles sont où? Il y a celle de La Roca, il y a Salvador La Roca qui en a fait une pas mal. Mince, j'aurais dû les. Est-ce que c'est pas celle-là, celle de La Roca? Je sais plus. En tout cas, celle-là, elle est Euh, superbe. Je la trouve magnifique. Celle de. Comment ça s'appelle? Il y a Phil Noto qui en a fait une. Je sais plus si c'est celle. Ah non, c'est Phil Noto, c'est plus celle-là. ouais, Qui on est pas reconnaît tout de suite. mal. Voilà. Ça, c'est Phil Noto. Et visage moyen, quoi. J'aime beaucoup la composition. Mhm. Mais avec pas. Bah, j'imagine que c'est pas de mer en fond, là. Mais les visages, c'est toujours pareil avec Phil Noto. On aime ou on n'aime pas, quoi. Ouais, non, moi j'aime bien. Puis en plus, bon, contrairement à ce qu'on a plus ou moins dans le scénario de l'album, Mhm. de cette série-là, c'est pas des sosies parfaites, hein. On se rappellera Exactement. que C'est vrai. une fois qu'on sait que c'est pas Padmé, quand on réécoute La Menace Fantôme ou peu importe l'Attaque des clones, Mhm. on reconnaît très bien que c'est pas Nathalie Portman. Eh oui, Si moindrement, on c'est est un ça. petit peu attentif. C'est ça. Il y a celle-là aussi qui fait très affiche Star Wars classique, on va dire. Oui, Tu vois c'est pas. vrai. Ouais. C'était excellent. C'était qui l'avait fait ça? C'est Clark, un certain Clark. Mm, Il y a évidemment, c'est ma fan favorite, c'est Peach Momoko mm. qui fait celle-là, bon, qui est sympa sans plus, tu vois, mais j'aime bien. C'est Ouais, toujours ouais. pareil, c'est le style un petit peu. Mhm. Et d'ailleurs, c'était pour une Woman History Month, je crois, un truc comme ça. Et il y a celle-là de Pepe Larraz, donc Pepe Larraz, un grand dessinateur aussi qui est impérial, hein, c'est le mot là, c'est magnifique quoi. Enfin, Ouais. non, de jolies variantes. Celle-là peut-être un peu moins, mais ouais, de très jolis covers. Ouais, non, ben, c'est un style artistique aussi, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, on a des séries, des fois, qu'on se demande pourquoi c'est pas les variantes qui sont utilisées au lieu des officielles, et on a l'inverse. Là, ici, je Ah dirais que oui. les choix, c'est partagé, mais c'est ça, les quatre de Raza, là, Mhm. qui s'appellent, sont tellement magnifiques. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Et En fait, ça survend, je trouve, ah oui, les complètement. comics, pratiquement. Ouais, et complètement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi, c'est un détail à la con, mais tu sais qu'en VO, nous on a les titres en dessous de chacune des couvertures de numéros, quoi. Dans le TPB, Et tu veux dire? ouais, dans le TPB, Mhm. VO, je sais pas trop comment Panini le fait, mais par exemple, tu sais, quand t'as une cover, je vais prendre une au hasard Mais comme là, ça. c'est ça. Puis Panini a commencé à en mettre parfois à la fin des couvertures variantes, mais pas toujours. Mhm. Pas Donc, toujours. je crois que ça dépend un peu de comment ça tombe là, en termes de nombre de pages qui restent, puis tout ça, là. Mais là, voilà. Par Bah, exemple, dans le numéro 5, on avait des variantes ou ouais, j'allais dire des brouillons, mais des planches noir et blanc là, ah du oui, excellent. dessinateur. Ah, c'est Donc, bon ça. fait que c'est ça, on ne les a pas systématiquement. Mhm. Et est-ce que vous avez, donc du coup, c'est comme on voit ici, là, le numéro donc, de l'issue et puis le titre du numéro All Her Shadows en dessous? Je sais pas, faudrait que je ressorte un album là, où est-ce Ouais. qu'ils avaient, Ah, mais bon, en tout cas, effectivement, ça permet comment dire, dans le TPB, ça permet de suivre un petit peu mieux là, mhm, que dans un album normal Panini, où est-ce que on l'a là, entre chaque issue, on va dire, là. mhm. Mais je me souviens plus si on a le titre. Les titres. Les titres que, bizarrement, que je passe Ouais, généralement, on mais l'a, là, les titres, ouais, vous les on avez? l'a dans le bas, là, mais ça, c'est un Ah petit oui, peu moins stylé, mais bon, c'est exactement. pas. Ouais. Mais en tout cas, les titres de ce tome-là, moi, j'ai trouvé ça rigolo parce que là, il y avait un titre qui c'était Unmader No More. Donc ça, c'était rigolo. Il y avait le Techno Reunion, ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est Techno Union, Ouais, c'est comment? C'est le groupuscule l'organisation. auquel appartient voilà, l'organisation de Tambor. Donc très très beau jeu de mots avec Techno Reunion, du coup c'était rigolo. Mhm, Il y a All Her Shadows aussi, donc qui fait référence à Queen Shadow, donc les Handmaiden étant toutes les ombres de la reine en quelque sorte. mhm. Du coup, non, c'était pas mal trouvé, je trouvais les petits jeux de mots des titres des chapitres. Ouais, C'est un détail. exact. Excellent, Jean. Fait que si je te demandais de donner une note à cet album Yes. Vador numéro 6. J'ai mis un 15,5 sur 20, une très très agréable lecture. Moi, les intrigues tournant autour de Tambor, moi je trouve que, comme tu disais, c'est plus un prétexte, une excuse pour amener vraiment Sabé et les autres Handmaiden autour de Vador, en fait. Et même l'intrigue précédente, hein, c'était Tantanza, là, on avait vu dans le tome 5, c'était vraiment des prétextes, mais moi ça me fait plaisir parce que c'est des personnages que j'adore vraiment, que j'aime beaucoup. Donc les revoir en comics, c'est très très cool. On l'a pas dit, mais le final de l'histoire avec Tambor là, moi j'ai trouvé bien trouvé, enfin je l'ai vraiment bien trouvé en fait. Ça montre le caractère vraiment puissant de De Sabé, Sabé. mais aussi pacifiste quoi, puissante et pacifiste. Et même moi la page où les Mm. Handmaiden pleurent la perte entre guillemets de Sabé, elle m'a touché comme partie quoi. Donc Ok, ça m'a ouais. un petit peu ému quoi. J'en ai pas chialé des larmes et tout tu vois, mais j'étais un peu triste avec elle tu vois. Donc ça plus les dessins donc top top Ibrahim Robertson big up.
C'est magnifique, quoi. Mais voilà, Ross, il démérite pas non plus, quoi. Donc très très bonne lecture. J'ai pris plaisir à relire ça, quoi. Donc ouais, 15,5. Hein. Mais qui peut peut-être évoluer, peut-être en 16 là. Je me tâte. Non, je vais rester à 15,5. Je reste à 15,5. Écoute, c'est toi qui vois, là. Moi, de mon côté, c'est ça, je l'ai mentionné, mon niveau scénario, j'ai beaucoup moins apprécié que toi. Je trouve qu'effectivement, là, on tourne vraiment en rond, puis c'est un album limite superflu. C'est pas complètement du remplissage, là, comme on a, par exemple, dans des séries télé, des fois, là, ou certaines séries comics aussi, où vraiment le numéro ne sert absolument à rien. Là, là c'est pas à ce niveau-là. Mais c'est ça. Pour moi, il ne perd pas de points côté graphique. C'est vraiment uniquement côté histoire. Je sais pas. J'aurais. Puis même toute la sous-intrigue avec le peuple là, de Jules Tambor, là, qui veut assassiner Vador puis prendre le pouvoir. En tout cas, c'est ça. J'ai trouvé que ça l'a échappé un petit peu. Ouais, tu voulais mentionner quelque chose? Oui, justement, Tambor, on n'en a pas trop parlé. Mais alors, ce Jules Tambor, donc c'est le petit-fils du Wat Tambor. Donc, et le Wat Tambor, c'est le chef de cette organisation, la Techno Union, du temps de les guerres des clones de l'épisode 2. Donc, c'est une organisation qui travaille pour les séparatistes, si j'ai bien compris. Et c'est un personnage qu'on voit dans l'épisode 2 et qu'on aurait pu voir dans l'épisode 3 se faire buter par Anakin au moment où il bute tout le monde, mais apparemment il est présent que dans une scène coupée, Wat Tambor, dans l'épisode 3. Ah, ok, je pensais que... parce qu'en plus, dans les flashbacks, c'est ça qui rappelle Vador, là, ces événements-là, donc j'avais l'impression qu'on le voyait dans le film. Écoute, non, il y a juste les Némoïdiens. C'est possible qu'on le voit pas. J'étais convaincu qu'on le voyait. Apparemment, d'après les recherches, là, si mes recherches sont correctes, ce serait que dans une scène coupée. Et lui, il a eu plein d'épisodes de The Clone Wars, évidemment, de la série. Oui, exact. Ceux qui ont l'impression de ne pas avoir vu cette race-là depuis longtemps, mais c'est ça, c'est que vous n'avez pas écouté The Clone Wars. Il n'était pas dans Rebels, je crois. C'était vraiment juste dans The Clone Wars qu'on l'a eu. Mais même dans la plus récente série, là, quand on découvre la Bad Batch, si je me souviens bien, là, mais dans la saison 7 de The Clone Wars. Fait que, bref, écoutez, moi, c'est ça. Je vais lui donner un 13 sur 20, là, un 65%. C'est quand même dans le pas mauvais sans être un essentiel. Puis côté pour les yeux, c'est quand même agréable. C'est ça. Un petit album là, sympathique de 4 numéros, mais sans plus. Si vous êtes fan de Sabé, de Padmé, de Handmaiden, moi je pense à Marie-Claude, évidemment. Je pense que ça pourrait vous plaire. C'est les Handmaiden. C'est comme je disais, hein, c'est en complète continuité de ce roman-là. Moi, je trouve un peu moins des deux autres, parce que les deux autres, on revenait dans le temps là, avec Queen's... Queen's Hope, c'était une préquelle, Queen's Hope, puis Queen's Peril, c'était... Ah, pardon. C'était lequel? Donc Queen's Peril, c'était la préquelle, et Queen's Hope, c'était la suite. C'est ça. C'est ça. En tout cas, il y en a un que ça se passait pendant l'épisode 1, pendant la menace fantôme. Et justement, il y a un passage super intéressant où justement il y a Ubara qui va aller faire un petit rappel de ces bouquins-là. En fait, elle va les récupérer, donc les 4, et elle va les nommer une par une. Elle va nommer leur boulot actuel, là. Donc il y a des artistes, mais il y a aussi des ingénieurs et tout. Et il y a même la fameuse ingénieure, donc une qui a créé ces fameuses bottes. Ça me paraissait ridicule, moi, ces espèces de bottes propulseurs à la Iron Man. J'avais pas fait le lien, c'est vrai. Et en fait, c'est mentionné le fait que c'est elle qui les a créés parce que c'est une ingénieure de ouf. Et du coup, ça fait sens, quoi. Du coup, elle les a filés à toutes ses potes anciennes Handmaiden. Et donc, j'ai bien aimé cette page qui rappelle un petit peu la trilogie de bouquins de Vicky Johnson, du coup, par Ubara qui fait un rappel. Je sais pas, j'étais passé vite par-dessus ça, j'avais complètement zappé. Mais t'as raison, effectivement. C'est ça, des petits liens avec la trilogie d'Icky Johnston. Et juste pour finir, la petite trivia qui n'a rien à voir avec ce tome-là, en fait, pareil, en recherchant des trucs sur les Handmaiden, en fait, le savais-tu, mais le concept de Handmaiden et des doubles, donc, était déjà présent dans le premier script de George Lucas sur son tout premier Star Wars, donc New Hope. Et en fait, c'est Leia qui devait être accompagnée de 2 Handmaiden qui s'appelaient Alana et Mina. Et on peut les voir en action, si vous voulez, dans le comics The Star Wars, qui a été publié en 2013 par Dark Horse, et qui adapte donc, sensu scriptu, si je peux dire, le tout premier script de Lucas qu'il avait écrit en 1974, donc 3 ans avant le film. Donc le premier jet, adapté en comics, et donc on voit le concept de Handmaiden déjà à l'époque. Donc c'est sympa. Ah non, tu vois, je ne savais pas du tout. J'imagine que c'est quand que Luke s'appelait, c'était Starkiller au début? Starkiller, exactement, c'est exactement ça. Donc, excellent.
Écoute, c'est sur ces quand même très bonnes critiques là, qu'on va conclure cette émission-ci. Ça fait quand même changement d'autres numéros qu'on a un peu moins aimés dernièrement. Là. On rappelle d'aller écouter The Mandalorian. Si vous trouvez qu'on donne des trop bonnes notes, là, allez écouter celui-là de l'adaptation du 2e volume de Mando. Donc, comme à l'habitude, ben, on vous invite à venir donner votre avis, nous dire ce que vous pensez et de cet album-là et de la série Vador en général là, de 2020. Donc, est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous avez, par exemple, ça, on sait qu'il y en a qui ont abandonné, qui n'aiment pas du tout l'écriture de Greg Pak. Donc, venez nous donner votre avis, likez, partagez, etc., etc. Là, vous connaissez la chanson, ça fait une grosse différence pour le podcast, pour faire croître la communauté. On peut aussi laisser des dons maintenant directement par YouTube. C'est ce qui permet, entre autres, de payer les serveurs, hein, parce que ce n'est pas gratuit. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, là, ce n'est pas gratuit de faire et surtout de publier ces fameux épisodes-là de Star Wars en direct. Donc, au programme, est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce qui s'en vient, Jean, pour les prochaines émissions? Oui, niveau littérature, nous allons critiquer le recueil de la Haute République, comment ça s'appelle? Tales of Light and Life. Oui, exact. C'est bien ça, c'est celui-là. Et donc, plus tard, peut-être en janvier, donc on aura notre critique du vrai prochain roman adulte de la Haute République phase 3, qui s'appelle Eye of Darkness. Ouais, une grosse brique. Ouais, un gros roman. Avec notre nouvelle, pas vraiment nouvelle, recrue Cécilie, hein, qui fera son grand retour sur Star Wars en direct. Retour de Cécilie, là, après sa pause études. Et Juliane aussi, je crois, est en train de le lire. Est-ce que je me trompe? Okay. Il me semble que Juliane est supposée être des notes, mais je me mélange peut-être. Ouais, parce qu'elle avait dit que... Ouais, sur la Haute République, je crois qu'elle avait dit qu'elle avait du retard, quoi. Elle n'avait pas encore fini les... phase 2, tout ça. Mais là, je me demande si on va pas avoir d'autres entre Danny, Seb et GF. Il me semble que pour celui-là, là, vu que c'est le début de la phase 3, il y a quelques personnes qui s'étaient lancées. Fait que bref, on verra qui on est rendu là. Ouais, ça serait bien d'être un peu plus que 2 à chaque fois. Ou 3. Ouais, mais on comprend qu'au niveau comics, là, puis c'est côté de s'organiser aussi avec l'équipe française, là, qui n'est pas toujours facile. Et sinon, en dehors de la littérature, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est sûr qu'on va faire il y a les Quad 9 qui vont reprendre en 2024 et un des, pas nécessairement dans les Quad 9, mais tôt ou tard, on va devoir aussi faire un épisode, prévision des 2 prochaines séries là, annoncées en 2024, donc Skeleton Crew et The Acolyte, donc qui est censé venir conclure la Haute République. Je ne sais pas si on va faire un épisode spoilers, dans le sens où, pour l'instant, est-ce qu'il y a tant de spoilers que ça? Pas énormément. Pas beaucoup de communication officielle non plus. J'imagine qu'à partir de 2024, ça va commencer là, à s'en venir, parce que la première des 2 est supposée arriver en mai, si je ne me trompe pas, au printemps. Donc, fait que voilà ce qui s'en vient du côté de Star Wars en direct et au travers de tout cela, comme d'habitude, des Star Wars en direct musique, Star Wars en direct, je sais qu'il y a des collectors aussi là, dans les projets. Fait que, gamers, je sais pas trop, hein, vu qu'au niveau gamer... gamers, c'est parce qu'il faut aussi qu'il y ait des jeux qui sortent. Là, oui, c'est ça. C'est l'opposé du comics. On est submergé de comics et les jeux, c'est l'opposé. Quoi. Ouais, c'est ça. Écoute, ça va aussi avec les coûts de production, l'ampleur des projets. Hein. Ah, et au fait, comics, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais là, on critique le tome 6 de Dark Vador, mais on aura le tome 6 de Star Wars en début d'année, peut-être c'est très nébuleux. En fait, il était supposé sortir en même temps que Vador en décembre, et il a été repoussé in extremis en mars. C'est vrai. Donc, j'ai pas réussi à trouver de raison du pourquoi. Mais ouais, le Star Wars numéro 6 va... Fait que je pense que le Afra et le Bounty Hunters vont arriver avant. Avant, en janvier, ça, je crois, qu'ils arrivent bientôt. Fait que Star Wars, ben écoutez, on le fera quand l'album arrivera. Puis en fait, il va y avoir un des premiers, en fait, là, en 2024, ça va être la Haute République, phase 2, le Jeunesse numéro 2, là, je pense que c'est vrai, Jeunesse numéro 2. Est-ce qu'on a fait Oui, on a fait les 2. Ouais, on a fait le numéro 1. Ouais, c'est ça. Et peut-être en manga aussi, sûrement le manga Rebels aussi, parce que le dernier tome qui sort en janvier. Donc on a pas mal de boulot en fait. Ben c'est ça, comme vous voyez, là, il y a du pain sur la planche. Donc, mais ça vous assure d'avoir toujours des nouveaux épisodes de Star Wars en direct. En autant, comme on vous disait tout à l'heure, que vous nous aidez au moins en partageant, en likant, en donnant vos avis, etc.
Donc, voilà. Écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans, plus de 21 ans, plus de 22 ans. En fait, là, je ne sais plus on est rendu à combien. Il va falloir que le leader suprême nous fasse une mise à jour. Je suis un peu mêlé. Et comme toujours, ben, écoutez, que la force soit avec vous. Ciao! Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.